nous poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard. À mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour. Bienvenue. Bon, même question. État des lieux après un mois de guerre, comme je le dis, sur les marchés. Bien sûr, on reste en dehors du terrain géopolitique, militaire dans cette émission Smart Bourse. Et donc, on constate un rebond significatif des indices actions européens, par exemple, qui sont revenus sur les niveaux d'avant-guerre. On peut trouver ça spectaculaire, Franklin. Ah oui, c'est totalement spectaculaire. On ne s'attendait pas du tout à ça. Un niveau de résilience des marchés absolument impossible à anticiper. Vous le disiez à l'instant, le 24 février, premier jour de l'offensive russe, le marché a clôturé à 6521. Au moment où on se parle, on est à 6560 autour. Ouais. Donc on est passé par un point bas, 5560 autour, on a repris 800 points contre toute attente. Personne n'avait pu imaginer que les marchés repartiraient comme ça. Et quand on écoute Frédéric à l'instant, on comprend mieux ces effets-là. C'est-à-dire que tout le monde est dans une ambiance quand même entre les taux, la Fed, les banquiers centraux, tout cet environnement qui pèse depuis le début de l'année. Les investisseurs ont quand même une vision un peu négative du marché, sont prêts à appuyer sur le bouton pour vendre. Et donc, dès que finalement le pire ne se produit pas, eh bien ça soulage. Et aussitôt, on les voit repartir, réinvestir et autres. Et là, on est à nouveau dans une nouvelle période de flottement. Et on voit le marché qui ouvrait en hausse ce matin, qui bascule dans le rouge ensuite. Alors, je vous suis sur Twitter et je voyais des échanges avec vos interlocuteurs sur ces fameux effets. Et ce fameux effet TINA, par exemple, qui est un acronyme qui, en français, veut dire finalement, et ça vient d'être dit à l'instant, on voit qu'on a connu la pire période obligataire depuis le début du trimestre aux États-Unis. Non seulement on gagne plus d'argent sur l'obligataire, mais on en perd. Et on en perd. Donc finalement, on se dit, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ce marché-là. Après, il y a d'autres syndromes, on ne va pas tous les énumérer, mais on ne vit qu'une fois, donc allons-y, on va investir, on va prendre des risques. Ça, ce sont les parieurs. C'est le YOLO, disent les jeunes. Le YOLO, disent-ils. Le faux mot, c'est attention, on est en train de rater quelque chose. Bref. Toutes ces psychologies de marché ont porté, on a vu les trains passer, et c'est pour ça qu'on disait bien avant, ne vendez jamais la totalité d'un portefeuille, parce que le pire n'est jamais sûr, et on voit ces réactions et ces rebonds se produire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas plus avancé, la situation n'est pas meilleure, aussi bien du côté des banquiers centraux, des propos de Jérôme Powell, qu'on a eu encore en début de semaine. On est véritablement dans une accumulation de sujets très très compliqués, et cette résilience des marchés au milieu de tout ça qui ne cesse de nous surprendre. Ce qui est intéressant, alors, quand on fait le bilan de ce mois boursier, entre le 24 février et aujourd'hui le 24 mars, évidemment, on regarde quelles ont été les sociétés gagnantes sur le plan boursier. Bon, le secteur de l'armement et la défense ressort évidemment en premier lieu, Thales étant l'exemple français coté au sein du CAC 40. C'est intéressant parce que je trouve que depuis 10-15 ans que je suis les marchés, on n'a jamais mis aussi facilement sur le devant de la scène un secteur qui était, pas le secteur que les gérants mettaient facilement aux yeux du public comme ça, comme étant un secteur à privilégier en termes d'investissement. C'était pas évident de dire derrière un micro ou face à ses clients, j'investis dans les armes, j'investis dans la défense, etc. Ça devient beaucoup plus acceptable visiblement aujourd'hui. Ah oui, c'était pas du tout politiquement correct que de dire à un client, je vais vous acheter du Thales parce qu'ils envoient des missiles et que si je vous achète de l'aviation, du Dassault Aviation, vous allez acheter des Rafales qu'on arrive à vendre, qui viennent bombarder les gens. Et puis là, finalement, vous le dites, et très très justement, Grégoire, depuis le début de l'année, vous regardez la performance de ces valeurs, vous citiez Thales progresse de 58% depuis le début de l'année. Vous prenez Dassault Aviation,
44%. C'est-à-dire que la norme ESG, beaucoup l'ont mis de côté et l'ont mis sous le tapis pour le moment. Et puis on peut continuer comme ça. Vous avez le groupe italien d'aérospatial et défense italien Leonardo. Là aussi, on a 46%. Et puis je vous réserve le meilleur pour la fin, que me rappelait Ilana Zolos-Bossard qui travaille avec moi, c'est le groupe allemand Rheinmetall. Ouais. 131% depuis le début de l'année. Et ça s'est fait après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait décidé et annoncé qu'ils allaient doubler les dépenses militaires et les porter à 100 milliards. Ça devient un méga trend. Dans un monde en crise sécuritaire, on va regarder différemment ce secteur de la défense et ça devient même peut-être une tendance structurelle parce que l'Allemagne va dépenser des dizaines, des centaines de milliards d'euros, juste l'Allemagne, pour mettre à jour ses équipements de sécurité, de défense, d'armement, etc. Et tous les pays vont produire des efforts beaucoup plus importants qu'ils ne l'ont fait ces dernières années en matière de défense. Il y avait un papier hier de Challenge qui citait saint Thomas d'Aquin et qui est en train de devenir la référence des marchés et des gérants de portefeuille, qui dit que pour que la cause de la guerre soit juste, il faut que son but soit de faire triompher le bien commun. Donc finalement, on ne fabrique plus des bombes pour tuer, pour détruire. On fait ça pour protéger. On est dans le défensif a priori, donc on se cache derrière son petit doigt. Mais au moins, ça va donner une bonne conscience aux gestions pour ne pas passer à côté de ces budgets qui sont votés et de voir tous ces titres qui vont continuer de progresser vraisemblablement. Franklin, cette semaine, vous avez publié à l'attention de vos clients une liste de sociétés qui vous paraissent intéressantes pour investir, une liste de sociétés américaines. Est-ce qu'il faut comprendre déjà que quand on a un peu de cash et qu'on a l'appétit pour investir ou réinvestir les actions aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà mieux le faire côté américain ? En tout cas, est-ce que c'est là qu'on trouve peut-être les idées les plus pertinentes ou avec lesquelles on peut être le plus confortable aujourd'hui ? Oui, voilà, c'est ça. C'est une succession d'échanges qu'on a avec des sociétés de gestion qui viennent nous présenter des fonds très, très ouverts. Et à chaque fois, on leur repose cette question sur leur pondération Europe-États-Unis. Et finalement, il ressort de ces discussions que ça a été dit par Frédéric, ça doit être dit par vos autres invités. On a quand même une situation en Europe qui va être terriblement bloquée. On a actuellement à Bruxelles des discussions pour encore remettre un tour de vis sur les sanctions. Il faudra derrière gérer toutes ces sanctions et ça aura un impact, on le voit, sur l'économie, la croissance, etc., etc. Donc, on reste bien évidemment sur nos valeurs européennes et françaises a fortiori, mais le cash qu'on utilise, comme vous le disiez justement, on regarde plutôt du côté des États-Unis. Parce que là aussi, on voit les grands mouvements de marché auxquels on a pu assister dans le temps, dans l'histoire. Les États-Unis repartent toujours les premiers, plus forts, plus vite et plus haut. Donc, il n'y a pas de raison que cette fois-ci, malgré l'inflation qu'ils ont, parce que de toute façon, tous les problèmes qu'ils auront, on les aura et on sera solidaire de ce côté-là. Et donc, on les prendra de plein fouet. Donc, autant quand même avoir une poche. Alors, on n'a pas voulu être plus malin que les autres. On a préféré rester sur des larges caps américaines et faire un petit lit de ces titres-là qui vont constituer une proportion et une pondération très importante dans les portefeuilles. Les valeurs de fonds de portefeuille, là, c'est ça. Ce sera vraiment des fonds de portefeuille. Ce sera Alphabet, donc l'ex-Google, ce sera Amazon, ce sera Apple, en plus des valeurs un peu, pour Apple, entre autres, qui sont moins sensibles à l'évolution des taux. Et puis, on continue. Berkshire Hathaway, qui fait plus de 10% depuis le début de l'année, quand même, il faut le signaler. Et puis, on continue avec du Microsoft, Nike, qui a publié il y a 2 jours des résultats au-dessus avec les ventes en ligne et qui prennent le relais. Et puis,
un marketing incroyable. Je passe tous les matins devant les Champs-Élysées, devant la boutique Nike. Il y a 200 personnes qui attendent devant la boutique Nike tous les matins. Il y a un marketing incroyable. Et puis Nvidia, évidemment, qu'on continue d'acheter, qui est le pendant d'ASML qu'on achète nous en Europe aussi. Et puis Salesforce pour la sécurité informatique. Donc les grandes blue chips, les grandes valeurs américaines. Des piliers de la bourse américaine qui sont en retrait par rapport au 19 novembre, toujours, qui était le point culminant pour celles qui en font partie du Nasdaq. Et on veut avoir ces titres-là en portefeuille pour avoir un socle qui nous aidera quand on y verra un peu plus clair. Frédéric vient de le dire aussi, et vous en avez parlé, on va avoir dans moins d'un mois maintenant les publications du premier trimestre. Là, on parlera du marché action. Le marché obligataire, on a fait l'état des lieux précédemment. Je pense qu'on va avoir un peu des soucis. En tout cas, on aura un discours qui sera beaucoup... C'est difficile d'imaginer des très très bonnes nouvelles. Il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Et puis du côté des valeurs, on voit Total monte aujourd'hui, mais quid si jamais, après avoir dit qu'on payait le pétrole en roubles, on dira on va nationaliser ou on va récupérer vos infrastructures en Russie si vous ne revenez pas tout de suite les exploiter. Donc il y aura un effet négatif sur toutes ces valeurs-là, sur un éventuel effet d'annonce. Et à contrario, il est vrai que ces titres-là aujourd'hui continuent d'avoir cette chape de plomb dessus qui les empêcherait effectivement de croître. Et puis on évoquait pour Total aussi cette décision qui a été prise en Italie de taxer les super profits. Les profits excessifs, ce serait un double effet qui se coule si à la fois on taxe les profits et que ces titres ces sociétés se voient confisquer leurs actifs en Russie. Merci beaucoup Franklin, merci de venir toutes les 2 semaines, le jeudi, pour discuter du marché avec nous. Franklin Pichard qui était à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.